Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission Droit de savoir et surtout, très heureux de vous savoir une fois de plus, nombreux à suivre votre émission où nous recevons une fois de plus monsieur Destin Gavet, président du mouvement républicain qui depuis un certain temps est allié de l'UDH Yuki, du feu Guy Brice Parfait Kolela, comme vous le savez, candidat à l'élection présidentielle, est décédé dans les circonstances qui restent encore à élucider, d'autant plus que les résultats de l'autopsie demandée par la famille se font encore attendre. Mais dans tous les cas, les résultats sont désormais connus, raison pour laquelle Droit de savoir revient sur le déroulement de cette élection, les résultats, les alliances, mais aussi la situation post-électorale. Bonjour, monsieur Gavet. Bonjour, monsieur Christian Perrin. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation, et comme vous l'avez d'ailleurs promis la fois dernière, lorsque nous vous recevions sur notre plateau, que je reviendrai, et donc merci d'avoir tenu cette promesse. Alors, vous êtes président du mouvement républicain, je l'ai dit tout à l'heure, et depuis mars dernier, je crois, si je ne me trompe pas, vous êtes l'allié de l'UDH Yuki du feu, Guy Brice Parfait Kolela, je l'ai rappelé tout à l'heure, décédé brutalement pendant ce processus électoral. Certainement qu'on y reviendra, mais dans un premier temps, est-ce qu'on peut revenir sur les enjeux de cette alliance? Qu'est-ce qui vous rapproche et qu'est-ce que vous avez à défendre ensemble? Permettez-moi, monsieur Christian Perrin, avant de répondre à cette question, d'observer une minute de silence pour honorer la mémoire de mon allié, celui que je considérais comme père, même si pour lui, il me considérait comme un allié. Et voilà. Je vous en prie. Merci. Je voulais très rapidement également avoir une pensée positive à l'endroit de nos compatriotes qui coopèrent derrière les barreaux, notamment docteur Alex Zabana. Zabana, voilà, le jeune activiste Chris Ndongi du mouvement Ras-le-Bol, et sans oublier le général Jean-Marie Michel Mokoko et le ministre André Okombi Salsa, et tous les compatriotes qui sont aujourd'hui privés de liberté. Je voulais avoir une pensée positive à leur endroit et leur témoigner de notre soutien sans faille, parce qu'ils ont défendu des causes parfois nobles pour certains et ils se sont retrouvés derrière les barreaux. Revenons donc à votre question concernant l'alliance que j'ai eue avec le feu Guy Brice Parfait Kolela. Effectivement, comme vous l'avez remarqué lors de notre dernière émission sur votre chaîne, je vous avais dit que j'étais candidat à l'élection présidentielle, mais les circonstances ne m'ont pas permis d'être candidat parce que je ne répondais pas aux critères d'âge. Et étant donné qu'on avait donné rendez-vous aux compatriotes, il fallait donc trouver les mécanismes, sinon chercher quel était le candidat idéal pour aller ensemble avec ce candidat lors de ce scrutin. Et le candidat qui répondait valablement à nos critères par rapport à notre projet de société, c'était Guy Brice Parfait Kolela. Voilà pourquoi, ensemble, nous avons signé cette alliance entre l'UDH Yuki, qu'il représentait, et le mouvement républicain dont je suis président exécutif. Et cette alliance portait beaucoup plus sur l'alternance de notre pays, le changement, parce que vous savez, ça fait plus de 4 décennies déjà que nous sommes dirigés par un seul parti, et ce parti ne se soucie réellement pas du bien-être du peuple congolais. Et nous pensions avec lui à l'époque qu'il était temps de former cette alliance avec le RDD pour mettre en place un véritable socle national d'unité. Parce que vous savez, aujourd'hui, notre pays est déchiré par le tribalisme et nous pensions que rassembler les enfants du Congo autour d'un projet aussi noble qui est le plan parfait pour le redressement du Congo, un projet porté par Guy Brice Parfait Kolela. Et donc, nous avons entrepris, sinon nous avons signé cette alliance pour délivrer notre peuple
de la misère dont il est question actuellement. Oui, mais c'est une alliance qui a porté sur quoi exactement? Est-ce qu'on peut savoir les grandes lignes au moins? Qu'est-ce qui vous a rapproché? C'est un accord de gouvernement et ce qui nous a rapprochés, c'est la concordance sur les projets de société. Je pense qu'on avait une même vision pour le Congo, notamment sur la décentralisation, notamment sur la justice, la restauration d'un véritable état de droit dans notre pays. Donc voilà sur quoi portait cette alliance, c'est-à-dire que nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses et nos programmes ont eu de la concordance remarquable. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés pour présenter donc ce projet aux Congolais et bénéficier de leur. Alors, je le rappelais tout à l'heure, sur ce même plateau, vous nous parliez un peu de votre projet. C'était encore un projet, se présenter candidat à l'élection présidentielle de mars qui vient de passer, et vous nous promettiez d'ailleurs que je reviendrai, si je me présente ou que je ne me présente pas, je viendrai à vous dire le pourquoi. Alors, vous y voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que vous ne vous présentez plus? Vous semblez nous parler de l'âge qui a fait défausser cela? Oui, effectivement, l'article 66 de notre constitution stipule que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 30 ans révolus. Et donc, il s'avère qu'en date du 7 février 2021, date du dépôt des candidatures, je n'avais pas atteint les 30 ans révolus parce que j'ai pu avoir mes 30 ans révolus le 10 mars dernier. Et donc, c'est ce qui a fait que finalement, je ne sois pas éligible, sinon je ne sois plus candidat à cette élection. Mais heureusement, nous avons tenu la promesse d'être présents durant ce scrutin et toute la République, sinon le monde entier a vu ce que nous avons apporté pendant cette élection. Un défaut d'âge, comme vous l'expliquez. Mais Destin, les gens vous ont vu en 2015, 14 peut-être, c'est là que le combat avait commencé, promouvoir la nouvelle constitution d'octobre 2015. C'est bien cela. Vous étiez parmi ceux qui ont fait la promotion, sinon la propagande pour le changement de la constitution. Vous n'étiez pas encore conscient ce temps-là que cette constitution n'était pas vraiment adaptée pour la jeunesse et qu'elle vous rattrape aujourd'hui? Bon, mais ce qui est vrai, c'est que déjà, la constitution du 10 janvier 2002 avait déjà, pour être candidat, il fallait avoir 45 ans. Je pense que déjà, celle de 2015, en ramenant l'âge à 30 ans, et c'était déjà un progrès. Mais je pense aussi que là, il y a toujours un bémol, sinon un problème d'interprétation, parce que je pense, à mon humble avis, lorsqu'on parle de 30 ans révolus, ça devait être actif lorsque on parlait de l'élection en tant que telle, sinon de la prestation de serment du candidat. Mais qu'à cela ne tienne, oui, nous avons défendu cette constitution avec bec et angle, qui aujourd'hui, 6 ans plus tard, nous remarquons que cette constitution présente ses limites. Parce que lorsque vous voyez, par exemple, l'article 11 de cette constitution qui dit « Toute personne arrêtée doit être informée du motif de son arrestation ». Vous voyez que cet article est bafoué ici au Congo-Brazzaville parce qu'il y a des arrestations qui se font sans pourtant informer aux citoyens le motif de leur arrestation. Nous avons également l'article 15 de cette constitution qui dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi, nul ne peut être favorisé ou défavorisé par rapport à ces considérations politiques. Là aussi, nous remarquons que sur le plan administratif, elle est valablement violée. Nous avons également l'article concernant la liberté d'expression, l'article 25. Ça aussi, où on dit tout Congolais peut défendre son opinion par écrit, voilà, par la parole et autres. Là aussi, vous voyez qu'il y a certains activistes de la société civile qui sont arrêtés aujourd'hui parce qu'ils ont dénoncé un certain nombre de faits. Nous avons également l'article 27 de la Constitution qui dit l'État garantit le droit de manifester. Mais nous voyons aujourd'hui que les manifestations sont quasiment interdites sur le sol congolais. Alors que je me rappelle en 92-93, le Parti congolais du travail avec l'URD étaient des formations politiques qui ont mis à mal la gouvernance du professeur Pascal Lissouba parce qu'il y avait des manifestations jour et nuit. Et enfin, nous avons l'article 55 sur la déclaration de patrimoine qui, jusqu'aujourd'hui, n'a jamais été promulguée. Donc, vous voyez que cette constitution aujourd'hui est taillée sur mesure pour certains compatriotes. Et aujourd'hui, je vous l'avoue que je regrette
ça je peux le dire, ce choix de 2015 d'avoir soutenu cette constitution, cette modification, parce que je constate que cette constitution aujourd'hui, elle est violée par ceux qui ont les manettes du pouvoir. Et est-ce que c'est réellement un problème de la Constitution ou de l'interprétation des articles? Parce qu'apparemment, les articles que vous venez de citer sont tout à fait clairs et limpides. Et c'est pour dire que chacun utilise, le pouvoir utilise des articles à leur guise. Voilà, la Constitution est claire, c'est la loi fondamentale. Je pense que chacun devrait respecter cette Constitution. Mais aujourd'hui, je viens de vous citer quelques exemples d'articles qui sont bafoués, qui sont violés. C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où parfois les libertés fondamentales, sinon le respect du droit, est totalement bafoué. Donc, c'est pour dire que l'article 66 sur l'âge, dès lors que nous savons que la majorité est à 18 ans, je pense que lorsqu'on a déjà la majorité, on peut bien être candidat à une élection quelconque. Si déjà, pour être candidat à une élection législative, on autorise quelqu'un qui a la majorité. Donc, je pense qu'à l'élection présidentielle également, on pouvait tenir compte de cela. Mais qu'à cela ne tienne, comme je l'ai dit, c'est une constitution qui a été taillée par mesure pour que certains compatriotes continuent d'opprimer les autres. Et c'est ce que nous vivons malheureusement aujourd'hui. Alors, Monsieur Gavet, les résultats définitifs du scrutin auquel vous avez pris d'ailleurs part sont désormais connus. Êtes-vous surpris de ce score, de ces résultats, ou vous les trouvez normaux? Je ne suis pas surpris en tant que tel parce que déjà, j'ai mentionné un certain nombre d'irrégularités durant le scrutin. Je l'ai dit. D'ailleurs, j'ai contesté les résultats provisoires lors d'une déclaration. C'est pour dire que nous avons suggéré à la Cour constitutionnelle de rejeter, sinon de reporter cette élection par rapport aux arguments que nous avons présentés, notamment les irrégularités constatées pendant le vote et aussi le décès de notre allié, Guibous Parfait Kolela, conformément à l'article 70. Mais malheureusement, tous ces éléments ont été balayés d'un revers de main et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire du candidat Denis Sassou Nguesso. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse vous dire, puisque vous le savez très bien que c'est la décision ultime. Et quelle impression cela vous a laissé face à cette façon de lire le droit? Comme je l'ai dit, les magistrats congolais, je pense que ils savent ce qui se passe dans notre pays. Et aujourd'hui, nous savons très bien que dans nos pays, surtout en Afrique centrale, la justice, de fois, a subi un certain nombre de pressions. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça me laisse un goût amer. Le goût amer, c'est dans la mesure où j'ai vécu personnellement certaines irrégularités durant le vote. J'ai interpellé même la mission de l'Union africaine à Djibouti durant le vote. Et je pensais personnellement, et surtout le décès de Guibous Parfait Kolela, que pour le bien de notre démocratie, pour faire démontrer autre chose au niveau extérieur, il était question pour moi de reporter cette élection. Mais, comme je l'ai dit, la Cour constitutionnelle a décidé autrement et tous les Congolais aujourd'hui sont dans l'obligation d'accepter cela comme tel parce que, effectivement, c'est une décision irrévocable. Monsieur Gavet, vous faites allusion, enfin, vous faites état des irrégularités, de la fraude. Nous savons également qu'au Congo-Brazzaville, les partis ont une base régionaliste. Ça, tout le monde le sait. Et donc, normalement, votre alliance avec UDH Yuki, mais aussi avec le RDD de Jean-Jacques Serge Yombi, vous auriez normalement une mise sur une bonne partie de la République, notamment la Bwenza, les Koumou, le Niari, aussi Pointe-Noire, Owando et naturellement le Poul. Mais qu'est-ce qui s'est finalement passé pour que vous soyez vaincu dans vos fiefs à vous? Jusqu'à un pourcentage, on nous a cité par exemple à Owando, 100%, le RDD a été battu. Vous voyez que ça me fait rigoler. Vous conviendrez avec moi que c'est une mission impossible que le RDD soit battu largement en Owando et son fief naturel. Vous conviendrez avec moi aussi que dans le pool, il est quasiment impossible que le candidat Guibous Parfait Kolela soit battu. Quand vous voyez en 2016 à Mindouli, par exemple, il a eu 11 000 voix alors que le candidat de la majorité avait eu 700 voix. Et qu'en 2021, après tout ce qui s'est passé dans notre pays, c'est l'inverse des résultats.
vous constaterez avec moi que ces résultats ne reflètent pas réellement la réalité du terrain. Et par contre, comme à Dolisie, chez moi, par exemple, où la ville de Dolisie, c'est une ville qui appartient à l'opposition, on peut dire comme ça, puisque les deux députés des deux circonscriptions appartiennent à un parti de l'opposition. Et vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, Dolisie s'est transformé en saint pour que le candidat puisse gagner avec un pourcentage de près de 80% là-bas. Donc, c'est pour dire que c'est le résultat des irrégularités que nous avons constatées, notamment le bourrage d'urnes, notamment où les maires d'arrondissement ont donné des procurations vierges pour que n'importe qui vienne voter, l'achat des consciences, les menaces et autres, ça nous le savons. Et nous sommes conscients, tous les Congolais sont conscients que cette élection, il y a eu beaucoup de dérapages. Mais comme je l'ai dit en tout temps, nous sommes dans un pays où c'est difficile, c'est vraiment difficile de faire de la politique, mais nous nous sommes engagés parce que nous avons le souci de notre peuple. Nous savons que le peuple souffre et nous ne pouvons pas rester insensibles à la souffrance du peuple. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés dans ce combat. Et nous pensons réellement que l'heure viendra où ce peuple sera libéré, où ce peuple va retrouver ses lettres de noblesse, où notre pays va retrouver la période au temps avec le président Alpha Massamba Deba, avec son premier ministre Pascal Lissouba, où il y avait une révolution dans le cadre des infrastructures, de la transformation et autres. Je pense très bien, je le pense, avec une conviction illimitée, qu'un jour viendra où notre peuple va se libérer. Maintenant, les élections, ce n'est pas une fin de soin, parce que les élections ne résolvent pas tous les problèmes. Aujourd'hui, les Congolais vont revenir à la réalité, c'est-à-dire les étudiants n'ont pas de bourse, c'est-à-dire les retraités n'ont pas de pension, c'est-à-dire il y a des questions d'électricité où 80% dans la zone rurale vit dans le noir, ou près de 45% dans la zone urbaine est dans le noir. C'est pour dire que l'élection ne va pas résoudre les problèmes en tant que tel. Mais je pense au contraire qu'aujourd'hui, le Congo est en train de perdre sa place sur le plan international parce que nous devenons la risée de nos voisins même. Quand je suis les médias en face où on décortique la situation politique du Congo, vous avez honte parce qu'on est en train de nous désinguer de partout. Voilà, donc c'est ça la tristesse. Sinon, nous continuons le combat et nous pensons qu'un jour, la vraie réalité des urnes va triompher et nous allons revivre l'élection à l'image de celle que nous avons eue en 1992 avec la brillante élection du professeur Pascal. Et puisque vous faites déjà état toujours de continuer le combat, quel avenir donc pour votre alliance après cette défaite entre Diémé et malheureusement le décès du candidat Guy Brice Parfait Kolela? Bon, mais vous savez, notre alliance portait, c'était une alliance de gouvernement. Mais déjà, nous avons projeté avec lui-même, le candidat, le président Guy Brice Parfait Kolela, qu'il fallait étendre cette alliance pour démontrer réellement l'unité nationale, parce que comme vous l'avez rappelé vous-même, nous avions retrouvé le RDD, qui est un parti de la cuvette, nous avons retrouvé le mouvement républicain, qui est un parti du Niboland, et l'UDHU, qui est un parti du Poul. Ça nous a rappelé un peu à l'époque de 1997, lorsque l'UPADES de Pascal Lissouba, le RDD de Yoyo Pango et le MCDDI de Bernard Colas s'étaient mis ensemble pour combattre ensemble les forces rebelles qui ont pris le pouvoir bien après par les armes. Donc, je pense que cette alliance, l'UDHU est un grand parti aujourd'hui, il faut le dire. Ils sont arrivés, ils ont été créés en 2016-2017 déjà. Ils ont raflé beaucoup de sièges au niveau du Parlement. Donc, c'est un grand parti. Et aujourd'hui, le RDD, qui était aussi l'allié de l'UDHU, est un grand parti, et le mouvement républicain est un jeune parti qui a bénéficié donc de la confiance de ce parti qui est l'UDHU, notamment à travers son président. Je pense qu'aujourd'hui, personnellement, je ne dis pas que c'est le cas, mais personnellement, je pense qu'il faut désormais mettre en place une plateforme d'opposition républicaine où le mouvement républicain, le DHU, le RDD représenteront donc le socle de cette plateforme pour que ensemble nous continuions le combat que
le docteur Driss l'a dit au centre d'hôpital, vous devez vous battre pour le changement. Et je pense que pour se battre réellement pour le changement, il faut de l'union. Il faut qu'il y ait l'union entre nous. Et je pense qu'étant donné que nous nous sommes déjà, nous nous sommes donné rendez-vous, nous nous sommes convenus durant les présidentielles, je ne vois pas pourquoi on ne va pas continuer cette alliance. Il faut la formaliser désormais autour d'une plateforme politique. Et je pense que nous allons là-dessus, après le deuil, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes en deuil. Après le deuil, nous regarderons toutes ces questions et je pense, à mon humble avis, l'Alliance va continuer parce que le souhait, c'est de continuer le combat et continuer le combat dans l'unité sera la meilleure. Destin Gavet, vous parlez des alliances, de l'union, de l'unité. Je sais également que la politique, c'est un jeu d'alliance. Est-ce que c'est pour autant, vous serez prêt, bien entendu, de composer un jour avec le système en place, sinon le pouvoir en place, j'allais dire le Parti congolais du travail, dans le cadre, par exemple, des alliances ou bien d'un gouvernement, l'Union nationale? Bon, Monsieur Christian Perrin, vous savez, comme vous l'avez dit, la politique, on ne dit jamais en politique. Parce que les ennemis d'hier peuvent être les amis d'aujourd'hui ou de demain. Mais je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas de réfléchir sur un gouvernement d'union nationale. La question n'est pas de réfléchir s'il faut signer une alliance un jour avec le Parti congolais du travail. Je pense que la question aujourd'hui, c'est que les Congolais ont besoin de s'asseoir autour d'une table pour trouver les solutions idoines afin que notre pays puisse sortir de là où il est actuellement. Parce que vous conviendrez avec moi que le Congo va très mal. Et la seule solution qui peut faire à ce que les Congolais se regardent droit dans les yeux, se parlent et se pardonnent, c'est un dialogue national inclusif. Et moi, je pense que c'est la solution. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais se considèrent comme étant à l'écart de leur propre pays. Et aujourd'hui, un certain nombre de Congolais se sentent supérieurs aux autres, alors que nous avons tous comme héritage le Congo. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la question fondamentale, c'est de créer des conditions idoines d'organisation d'un dialogue national inclusif où toutes les filles et fils du Congo vont se retrouver autour d'une table. Lombongi, nous sommes des Bantous, il ne faut pas l'oublier. Il faut un consensus. Oui, je l'ai toujours dit, le professeur Pascal Lissouba était un homme de consensus parce qu'il était toujours autour de ses opposants, parfois même sous l'égide de la communauté internationale avec l'UNESCO, par exemple. Il était toujours autour de ses compatriotes pour essayer de trouver des solutions afin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Aujourd'hui, nous savons tous que le Parti congolais du travail a failli dans sa gestion. Ils ont failli. Et aujourd'hui, il est temps que l'humilité puisse prévaloir dans cette formation politique à travers ses dirigeants pour qu'ils comprennent qu'un seul doigt ne peut pas laver le visage. Il est temps désormais aujourd'hui que les filles et fils du Congo puissent s'asseoir pour trouver des vraies solutions. Aujourd'hui, le Congo a de la ressource, que ce soit au niveau de la diaspora. Nous avons des Congolais au niveau de la diaspora qui peuvent apporter leur contribution pour le développement de notre pays. Nous avons des Congolais au niveau de l'opposition, au niveau d'autres partis qui ne sont pas issus de la majorité, qui peuvent apporter leur savoir-faire. Mais il est temps qu'on donne la possibilité à ces Congolais. Mais la seule personne qui peut donner cette possibilité-là, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Et je pense qu'aujourd'hui, il va vers la fin de sa carrière politique parce que c'est un mortel et il ne restera pas éternellement. Mais je pense qu'il est temps pour lui de donner au Congo, de léguer au Congo un héritage de construction, un héritage d'unité. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais sont déchirés. Et la seule solution aujourd'hui pour que les Congolais se pardonnent, c'est autour d'un dialogue. Il faut que les Congolais se parlent. Il faut que les Congolais arrêtent de se regarder en chien de faïence. Aujourd'hui, je vous le dis, ça ne va pas. Parce que les antivaleurs ont miné notre pays, le tribalisme, le népotisme, l'impunité, la gabégie, le culte, etc. Toutes ces choses sont en train de freiner le développement de notre pays. Et je pense que ce n'est pas en 5 ans. S'ils n'ont pas pu développer ce pays, s'ils n'ont pas pu construire ce pays en 40 ans, ce n'est pas en 5 ans qu'ils vont le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se remettre en question. Il faut accepter que d'autres énergies peuvent contribuer au bien-être des Congolais. À ce niveau-là, autour d'un dialogue, on va trouver un consensus et c'est à l'issue de ce consensus qu'on verra ce que ça va donner.
Donc, la question du gouvernement d'union nationale, la question des alliances et autres n'est pas une priorité. La priorité aujourd'hui, c'est le bien-être des Congolais. Et ce bien-être ne peut voir le jour qu'à travers un dialogue national inclusif qui va permettre à ce que chacun s'exprime, chacun apporte ses solutions et ensemble, nous puissions redresser ce pays. Oui, mais tout comme on peut apporter aussi les solutions une fois au gouvernement, non? Vous savez, aujourd'hui, le problème de notre pays, ce n'est pas un problème d'individu. Le problème du Congo, ce n'est pas le problème du président Denis Sassou Nguesso en tant que tel. Le problème aujourd'hui, c'est le système. Vous pouvez être seul en vous mettre dans un gouvernement, même si vous avez des idées les plus meilleures au monde, mais si vous êtes entouré des personnes qui ne veulent pas que le pays avance, vous ne ferez rien. Voilà pourquoi je dis aujourd'hui, la question n'est pas celui d'être dans un gouvernement quelconque. La question, c'est de trouver des solutions à long terme, pas des solutions express ou bien des solutions raccourcies. Non, la question, c'est de trouver des solutions à long terme. Et ces solutions-là, pour être trouvées, je pense que c'est autour d'un dialogue. Lorsque nous sortirons de ce dialogue national inclusif, les propositions seront mises sur la table. Et si nous appliquons réellement ces recommandations, je pense que ce sera déjà un bon début pour le redressement de ce pays. Alors, Desta, en 2022, ça sera donc l'année des élections législatives. Alors, vu l'expérience que vous venez de vivre avec la dernière présidentielle tout à l'heure, vous en avez d'ailleurs fait état avec les irrégularités, les fraudes que vous avez constatées. Alors, dans les mêmes conditions, avec la même commission d'organisation d'élections, serez-vous partant pour les élections législatives? Monsieur Christian Perrin, vous savez, je ne suis pas partisan de la chaise vide, de la politique de la chaise vide. Et je pense que la démocratie, c'est de concourir, c'est de se battre avec les autres, c'est de vendre ses idées. Aujourd'hui, c'est un nouveau quinquennat qui va commencer. Mais ça ne veut pas dire que les mots des Congolais vont disparaître. Aujourd'hui, la commission électorale nationale indépendante est décriée de partout. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est parce que ceux qui ont les manettes du pouvoir, ceux qui tiennent le pouvoir, n'arrivent pas à mettre en place les décisions qu'eux-mêmes, ils arrivent à prendre. Quand vous prenez certaines recommandations, par exemple, de WESO, où on avait parlé de la biométrie, qu'il fallait insérer la biométrie, ça n'a pas été fait jusqu'à aujourd'hui. Or, la biométrie aujourd'hui démontre à travers le monde entier que c'est un moyen efficace pour lutter contre les fraudes durant les élections. Nous avons, par exemple, à Madingu, on avait dit qu'il faut prendre en charge les représentants de l'opposition. Ça n'a pas été fait pendant cette élection. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Nous avons le fichier électoral qui est un fichier électoral très erroné parce que nous avons encore des gens qui sont déjà décédés. Leur nom y figure encore. Nous avons vu la question avec le vote des militaires où les noms des militaires se retrouvaient encore sur la liste des civils. Vous voyez par là que c'est l'ensemble des irrégularités que nous avons constatées durant cette élection. Maintenant, si on a vraiment la volonté de doter notre pays d'une démocratie en tant que telle, je pense qu'il est temps de mettre en place, de valider toutes ces recommandations, c'est-à-dire la biométrie, venir avec le recensement administratif spécial pour nettoyer le fichier électoral. À ce niveau-là, nous pouvons espérer avoir des élections libres, équitables, transparentes lors de l'échéance de 2022. Maintenant, 2022. Au cas où toutes ces questions-là ne sont pas résolues, je vous le dis quand même que je ne veux pas désister, je ne veux pas me souscrire à cette élection. Je pense que je veux participer, mais là encore, l'élection législative diffère de l'élection présidentielle parce que vous voyez que dans une circonscription, parfois c'est 20 bureaux de vote et là-bas souvent, c'est du chacun pour soi, Dieu pour tous. Le régime de foi laisse un peu les jeux se faire. Voilà pourquoi nous avons certains opposants aujourd'hui qui sont à l'hémicycle. Et là-bas, vous avez la possibilité de veiller sur votre vote si vous avez des stratégies efficaces pour contrôler réellement le vote. Donc, je pense bien évidemment que le mouvement républicain aura des candidats lors des échéances législatives de 2022 et les municipales de 2022 également. Nous aurons des candidats. Oui, mais lorsque vous parlez, en fait, vous avez d'abord développé toutes ces théories en démontrant que finalement les législatives sont différentes de l'élection présidentielle et que vous avez la possibilité de contrôler votre vote et de le protéger. Comme quoi, vous croyez aux résultats qui sortent des urnes avec ce système, ou bien ce sont des résultats qui sont fabriqués quelque part dans un laboratoire? Nous ne devons pas comparer
les législatives et la présidentielle. La présidentielle, je l'ai dit, j'ai constaté beaucoup d'irrégularités dans ma zone de compétence. Et ailleurs aussi, nous avons eu ces mêmes faits. Et donc, on peut dire que, je l'ai dit, hein, et je veux toujours le redire, que les résultats que nous avons publiés, personnellement, je ne pense pas que c'est réellement la réalité des suffrages, sinon la réalité, sinon la volonté même du peuple congolais. Maintenant, on ne va pas s'attarder là-dessus, puisque la Cour constitutionnelle a déjà validé. Maintenant, concernant les législatives, je l'ai dit que c'était un vote différent. D'abord, c'est un vote de proximité, c'est un vote de circonscription. Et là au moins, je pense que souvent, par exemple, j'ai une expérience en 2017 à Dolisie où un candidat du Parti congolais du travail a été battu par le candidat de l'UPADES. Et là, c'était la vérité des urnes, parce que j'étais dans l'équipe de ce candidat qui a été battu. C'était la vérité exclusive des urnes. C'était la même chose aussi dans l'arrondissement 1. Donc, je pense que cette élection, il y a une possibilité que les gens s'expriment, il y a une possibilité que vous puissiez veiller sur le résultat. Et c'est sur quoi nous pensons que nous ne pouvons pas nous écarter de cette course parce que nous avons cette possibilité-là. Il y a de la jurisprudence, il y a des exemples que nous avons vécus personnellement et nous pensons qu'avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de stratégies et de méthodes, vous pouvez sécuriser votre vote durant une élection législative. Bah, imaginez que vous gagnez évidemment légalement votre élection législative. Je voulais comprendre avec vous quelle différence faites-vous entre une élection et un système? Bon, mais une élection, c'est simple. L'élection, c'est un voilà. Vous voulez parler du système politique, hein? Oui. Oui, je comprends. C'est-à-dire qu'une élection, c'est le fait d'aller choisir un candidat parmi tant d'autres. Maintenant, un système électoral dépend de la volonté de ceux qui ont les manettes du pouvoir. Donc, à ce niveau-là, parfois il est verrouillé, parfois il est déverrouillé. Tout dépend de cette volonté. Alors, on va donc vers la chute de notre émission. Vous allez tenter un peu de nous éclairer sur un point, parce qu'il y a comme une sorte de confusion lorsqu'on parle de l'UPADES, donc le parti du professeur Pascal Lissouba, et des lissoubistes. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'éclaircissement sur ces deux aspects, l'UPADES et les lissoubistes? C'est quoi la différence exactement? La différence se situe déjà au niveau même des concepts. L'UPADES, Union panafricaine pour la démocratie sociale, lissoubiste. L'UPADES, c'est un parti politique laissé par le professeur Pascal Lissouba. Ça, il n'y a rien à faire. Il a fondé ce parti avec... et qui défend aussi l'idéologie de Pascal Lissouba, non? J'ai vu. Or, le lissoubisme est une idéologie laissée par le professeur Pascal Lissouba. Et une idéologie ne peut pas être défendue que par une formation politique. Parce que je l'ai toujours dit, le professeur Pascal Lissouba n'a pas existé qu'avec l'UPADES. Le professeur Pascal Lissouba a existé bien avant. Nous avons vu ce qu'il a fait avec Massamba Débat entre 63 et 66. Donc, je pense qu'aujourd'hui, chacun peut se reconnaître en Lissouba. D'ailleurs, il était président de la République, il n'était pas que président de l'UPADES. Il était un scientifique chevronné, docteur d'université et autres. Et je pense que tout Congolais, avide du savoir, qui pense qu'il peut se reconnaître à travers cette idéologie, il a la possibilité de la défendre comme il veut. Parce que Lissouba est un patrimoine national, Lissouba n'est pas un patrimoine de l'UPADES. La preuve en est, j'ai organisé la veillée de Lissouba à Dolisie. Je n'ai pas demandé la permission à qui que ce soit. Combien même je suis membre de cette famille, mais je n'ai pas demandé la permission à quelqu'un. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, nous ne pouvons pas limiter cette icône à travers un regroupement politique. L'idéologie, elle est là, et je pense que chacun peut défendre cette idéologie en âme et conscience s'il pense que cette idéologie est toujours d'actualité. Et je pense humblement que l'idéologie de l'issoubisme est toujours d'actualité parce que tout ce qu'il a dit, que ce soit le panafricanisme, la science et la technologie, le libéralisme, toutes ces choses-là sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et je pense qu'il est temps de faire revivre cette idéologie. C'est ce que nous sommes en train de faire dans ce regroupement des lissoubistes. Alors, c'est vrai que vous vous réclamez héritier de l'idéologie lissoubiste, c'est ce que j'ai semblé comprendre. Pourtant, beaucoup pensent que le mandat Lissouba était un mandat plus ou moins mitigé. Lorsque le professeur Pascal Lissouba est élu,
Le 16 août 1992, c'était une lueur d'espoir pour tous les Congolais. Parce que tout le monde voyait en lui quelqu'un qui avait des idées nobles pour la transformation de notre pays. D'ailleurs, il avait dit, je vais transformer le Congo en une petite Suisse. Malheureusement, ceux qui étaient au pouvoir avant n'avaient pas digéré la perte du pouvoir. Et ils s'étaient donc donné le temps, sinon la possibilité de nuire au mandat du professeur Pascal Lissouba. Et vous avez vu, vous savez, M. Perrin, je suis assez surpris aujourd'hui lorsque je vois l'administration congolaise, notamment le ministère de l'Intérieur et autres, interdire aux Congolais de manifester. Est-ce que vous savez qu'en 1993, on n'avait pas besoin de ces choses-là pour le faire? En 1993, le PCT et l'URD de Kolila à l'époque, qui avaient créé cette alliance, manifestaient à leur guise. Ils le faisaient comme ils le voulaient. Il y a même Kolila qui avait déclaré la désobéissance civile à cette époque. Mais je me pose bien la question de savoir aujourd'hui pourquoi ceux qui ont fait ce genre de choses dans le passé ne veulent pas que les uns le fassent aujourd'hui. C'est assez triste de voir que ceux qui ont manifesté, ceux qui ont cassé, détruit les goudrons, ceux qui ont brûlé même les marchés, le marché de Ouéza a été brûlé. Vous voyez par là que le professeur Pascal Lissouba a dirigé debout. Il était debout dans sa gestion. Donc, de 92, c'est à partir de 94 seulement qu'il a commencé un peu à gérer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 93, il y avait une guerre civile entre les Nibolèques et les Tchèques, comme on les appelait couramment. Mais regardez, pendant le... Donc le responsable serait évidemment Pascal Lissouba, c'est cela? Non. Regardez, et quand il prend les rênes, quand il commence à réellement diriger, je vais citer seulement deux faits. Il est le premier président dans le monde à avoir remboursé une dette de 70% par tête d'habit. Le premier. Il est également celui qui a mis sur la table le contrat de partage de production que ceux qui ont les manettes du pouvoir aujourd'hui se sucrent et se mierent. Donc, c'est pour dire que le professeur Pascal Lissouba n'a dirigé le pays que 2 ans. Parce que les trois années précédentes, c'était de la cacophonie, de la barbarie au sommet de l'État, où chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Il y avait des miliciens partout, il y avait des milices et autres. Donc, si quelqu'un dit aujourd'hui que le mandat de Lissouba était un mandat mitigé, ben c'est quelqu'un qui ne connaît pas la réalité de ce pays. Mais pour quelqu'un qui connaît bien l'histoire de son pays, il ne peut pas avoir ce genre d'argument. Parce que Lissouba, aujourd'hui, a permis à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de bénéficier des rentes du pétrole, de bénéficier de l'argent du pétrole, qui malheureusement, ils n'arrivent pas à redistribuer à tout un peuple parce que le peuple congolais vit sous le seuil de pauvreté à plus de 70%. Donc, vous comprenez par là que ceux qui accusent le professeur Pascal Lissouba d'avoir eu un mandat mitigé, ce sont les véritables responsables qui aujourd'hui sont incapables de prendre soin de ce peuple qui ne demande que ça. Merci Destin Gavet, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez quelques secondes pour votre mot de la fin. Je pense que ce que je peux dire à la fin, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit entre-temps, l'élection n'est pas une finalité en soi. Aujourd'hui, les Congolais ont besoin de se parler. Et pour se parler, il faut être autour d'une table, c'est-à-dire les filles et fils du Congo puissent s'asseoir dans le Mbongi pour discuter autour d'un dialogue national inclusif. Parce qu'aujourd'hui, ça me fait mal de voir certains compatriotes croupir dans les maisons d'arrêt et autres, alors qu'ils ont donné une opinion contraire. Aujourd'hui, le pays est crispé. Ce n'est pas bien. Je pense que le président Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, qui va petit à petit vers la fin de sa carrière politique, devrait créer des conditions idoines pour que les Congolais puissent se réconcilier avec eux-mêmes, pour que les Congolais puissent regarder les autres en frères, parce que c'est le même pays que nous avons en héritage. Parce que de fois, nous avons maintenant dans les rues où on dit, voilà, il y a toujours ce mot de cessation du Congo qui arrive, où on veut diviser le Congo. Vous voyez que lorsque vous avez ce genre de paroles dans la bouche des compatriotes, vous savez tout ça, que ça ne va pas. Et nous pensons qu'il est temps que lui, en tant que chef du village, on dit souvent le chef du village ne voit pas le diable dans le langage courant. Donc lui, en tant que chef du village, il doit rassembler tous les enfants dans la maison pour trouver des solutions et faire avancer le pays. C'est ça. Et enfin, dire à la diaspora congolaise que le travail qu'ils sont en train d'abattre aujourd'hui, c'est un travail remarquable. Nous pensons que la diaspora congolaise aussi peut apporter beaucoup à notre pays. Et ils ne demandent que ça. Il faut les associer à la gestion de notre pays. Il est temps de mettre en place des structures officielles pour permettre à la diaspora congolaise de jouer son rôle. Pourquoi pas à l'époque, dans les années à venir, avoir des députés de la diaspora, accorder un quota des élus nationaux
où la diaspora également aura ses élus, aura son ministère consacré tout simplement à ces questions, pas avec ce ministère que nous avons aujourd'hui qui ne regarde pas vraiment les questions de fond. Et je pense que mettre ensemble tous ces aspects peut faire que notre pays avance, peut faire que notre pays puisse retrouver l'honneur qu'il avait dans le passé. Et ça, la seule personne qui est capable de le faire, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Parce qu'aujourd'hui, un chef n'écoute pas une seule oreille. Un chef doit écouter également l'autre oreille pour trouver une solution d'ensemble pour que le pays avance. Il ne faut pas que les oiseaux de mauvais augure, ceux qui sont autour de lui, puissent le pousser à prendre des décisions contraires à la volonté du peuple. Aujourd'hui, il est là, mais demain, ça ne sera pas lui. Parce qu'un jour, il finira par partir. Nous sommes tous humains et nous sommes mortels. Mais je pense qu'en tant que chef du village, il est temps aujourd'hui qu'il redonne confiance aux Congolais. Que les Congolais se parlent, que les Congolais ne se regardent plus en chien de faïence. Et lui, il en est capable. Voilà ce que je pouvais dire à la fin et vous remercier de m'avoir accordé ce temps parce que vous savez, vous contribuez efficacement à ce que l'information soit propagée, que les Congolais s'expriment. Et ça, comme je l'ai toujours dit, un jour, la République vous sera très redevable pour ça. Merci beaucoup, Destin Gavet. Je rappelle que vous êtes président du mouvement républicain et depuis un certain temps allié de l'UDH Yuki. Aussi, nous terminons par cette pensée particulière à ceux dont la liberté est privée jusqu'à aujourd'hui. Je pense donc au docteur Alex Zavana, au journaliste Raymond Malonga, Chris Belville Nongui, à Jean-Louis Paca, et nous avons Rivé Niati et l'abbé Joseph Ndinga. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez donc branchés sur votre canal TLR TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci. Audio Jungle.